Salutations tête de nain, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sunsor de Junji Ito aux éditions Mangetsu ou Mangetsu, hein, je sais pas trop comment on dit. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait il se trouve qu'il y a pas longtemps j'ai fait un menu manga sur l'école emportée de Kazuo Umezu, qu'on appelle aussi le dieu du manga d'horreur. Et suite à ce menu manga je me suis dit, bon, vu que ça m'a bien plu, je vais essayer de m'intéresser un peu plus au genre horrifique dans les mangas, notamment au travers de Junji Ito, qui est un peu le dernier maître de l'horreur en date. Voilà, d'ailleurs si tu n'as pas vu le menu manga, et je sais que tu ne l'as pas vu, le menu manga sur l'écran emporté, puisqu'il a bidé sa mère, je t'invite à aller le regarder, parce qu'il est de très bonne facture. Voilà, et donc, j'ai découvert Junji Ito grâce aux éditions Mangetsu qui m'ont envoyé un gros colis avec plein de leurs parutions. Ne sois pas jaloux, c'est le privilège d'être un influenceur manga. Voilà. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de découvrir pleinement Junji Ito avec Sunsor, qui est une de ses dernières créations en date. Voilà, ça date de 2019. Voilà. Mais avant de te dire ce que j'en ai pensé, on va d'abord voir de quoi qu'est-ce que ça parle. Oui. Kyoko Byakuya randonne seule auprès du mont Sengoku, parmi des tourbillons des filaments volcaniques au reflet d'or, quand elle fait une étrange rencontre. Un homme aux propos décousus semble l'attendre au détour d'un chemin et insiste pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son village, où les habitants vouent un culte à l'ancien dieu Amagami. Cette nuit-là, lorsque Kyoko lève les yeux vers le ciel avec les autres villageois, une nuée de fibres d'or envahit le firmament. Ce n'est que le premier incident d'une série terrifiante qui s'apprête à bouleverser le réel. Le monde tombera-t-il sous le joug de la mystérieuse Kyoko? Bon, ça c'était pour l'histoire. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Sunsor? C'est en un seul tome, je le précise. Eh bien, par bien des aspects, je l'ai trouvé vachement cool et en même temps un petit peu frustrant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un aspect du manga qui est vachement impressionnant, fascinant, vraiment inventif, très cool, et il y a un autre aspect du manga que je trouve un petit peu en dessous, qui est un petit peu dérangeant, qui est un petit peu pas ouf. Alors je vais devoir expliquer ça de manière intelligible et posée, pour pas me faire insulter par tous les fans de Junji Ito. Je dis pas que c'est pas bien, j'ai kiffé ma race, mais c'est pas dénué, c'est pas parfait quoi. Oui. En me basant sur ce seul ouvrage de Junji Ito, je dirais que le véritable génie de Junji Ito repose dans sa capacité à nous présenter des concepts capables de suggérer le malaise, l'étrange, peut-être même une fascination, une espèce de fascination malsaine. En fait, le gars est très fort en concept. Il est très fort en idée pour instaurer une ambiance pesante, étrange, ésotérique, parfois étouffante, mais surtout fascinante. Donc le gars, c'est un concepteur d'univers, un concepteur d'ambiance. Oui. Dans Sunsor, il installe tout un délire autour des cheveux. Les cheveux deviennent en fait des antennes qui nous relieraient à l'ensemble de l'univers. Ils poussent et s'infiltrent partout comme pour nous forcer à ressentir une vérité que nous ne sommes pas capables de saisir. Une vérité cosmique infiniment grandiose et terrifiante. Les gens au contact de ce savoir deviennent des fanatiques ou rentrent carrément dans une espèce de transcendance qui les change en espèce de nuage de synapses chelous. Bref, comme je le disais, Junji Ito est avant tout un créateur d'univers, un créateur d'ambiance. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à un autre auteur que je connais cette fois un petit peu plus que Junji Ito. Je parle bien sûr de Lovecraft, qui a écrit plein de romans, plein de nouvelles un petit peu fantastiques, un petit peu étranges. Voir tout ce qui est le mythe de Cthulhu et tous ces trucs-là. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît à peu près ce qu'a fait Lovecraft. Alors, on arrive à situer le délire, oui. En fait, c'est deux auteurs qui jouent beaucoup sur les mêmes trucs, en fait. Ils jouent beaucoup sur ce côté peur d'une mythologie ancestrale qui mélange un petit peu mythologie, mysticisme et cosmogonie, en fait. Ils partent dans des délires super ésotériques sur l'origine de l'univers, l'origine de la vie, l'origine du monde, l'origine des hommes. Et c'est souvent des origines très très lointaines, très très mystiques, très mystérieuses et effrayantes. C'est des trucs qui échappent totalement à notre compréhension, qui sont à une échelle, je veux dire, impalpable, si ce mot existe, je sais même pas, qui ne sont pas palpables ni compréhensibles par le commun des mortels. Et en même temps, ils jouent toujours ces peurs vraiment incroyables, tu sais, ça a des échelles incroyables, et en même temps, ils jouent beaucoup sur des trucs très viscérales, très organiques, avec des déformations de corps, des trucs poisseux, des trucs dégueulasses. Donc en même temps, ils essayent de nous faire, de nous donner un vertige presque ésotérique, parce qu'on a un truc qui parle de dieux antiques, de cosmos, d'univers, et en même temps derrière, ils arrivent à nous faire peur aussi,
avec des choses très sensuelles, très viscérales, très, comment dire, très organiques, j'ai envie de te dire. Je te sors des mots, mais c'est ça que je veux dire en fait. Donc c'est en même temps vachement perché et très terre-à-terre comme peur. C'est très primaire en fait. Donc je trouve que c'est pas mal comme concept. Et comme je le disais, je trouve ça vachement fascinant à regarder, à découvrir ce genre d'univers. Ce qui se passe vraiment quelque chose quand tu lis Censor. Quand tu lis Lovecraft aussi en général. Voilà, tu rentres dans un univers, il y a des trucs bizarres, t'as envie d'en savoir plus, mais en même temps ça te met un peu mal à l'aise. Non franchement, cet aspect-là de Junji Ito, je kiffe, y a pas de souci. Oui. Et on retrouve aussi l'influence du Mezu, d'une part dans le dessin. Hein. D'ailleurs, j'ai été surpris d'apprendre que Censor date de 2019, parce que graphiquement, tu m'aurais dit que ça date des années 80, je t'aurais cru. Il y a clairement un côté désuet dans le style, et on retrouve aussi ce trait un peu gras, un peu austère, un peu figé, et en même temps très expressif, comme on a pu voir dans L'école emportée par exemple. Et comme dans le taf du Mezu, Junji Ito essaye de brasser plein de thèmes différents dans son histoire. Ici, il parle notamment, si j'ai bien compris, des sens et de nos sentiments, la curiosité, la peur, l'envie, la culpabilité, etc. Et au-dessus de tout ça, on nous présente la foi comme étant l'émotion, le sentiment ultime, qui serait la quintessence de toutes ces émotions. La foi devient même une sensation physique qui permet d'accéder à un autre plan d'existence. Donc oui, tout ça c'est super intéressant à explorer en fait. Là où le bas blesse selon moi dans cette histoire, c'est dans la construction du scénario. En effet, selon moi, je trouve que les événements qui se déroulent dans ce manga semblent quand même pas mal décousus. C'est-à-dire qu'on amorce plein de situations qui ne sont jamais vraiment résolues, et à l'inverse, il y a des situations qui semblent inextricables, qui se résolvent d'une manière un peu presque Deus Ex Machina, avec des trucs de sortie derrière les fagots. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, les règles de l'univers peuvent changer et faire en sorte que les personnages s'en sortent dans un truc dont a priori il n'y aurait pas d'issue. Il y a des trucs un peu chelous comme ça. En fait, je trouve que l'histoire manque un peu de liant, c'est-à-dire que des fois il va dans des directions qui ne collent pas avec la direction qu'il semblait prendre 10 pages avant en fait. Il a l'air de changer de direction un petit peu au pifomètre, si tu vois ce que je veux dire. Tu sens pas vraiment une vraie direction, une vraie ligne directrice à l'histoire. Et il y a même plusieurs fois en lisant le tome, j'ai relu des passages parce que je comprenais pas comment on passait d'un événement à un autre. Je comprenais pas le lien entre les événements en fait. Et je pensais que c'était moi qui étais con, qui avait rien compris. Puis je suis arrivé à la fin du tome où il y a une postface de l'auteur lui-même. Et dans cette postface, il y a Junji Ito qui nous explique qu'en fait, à départ, il voulait faire un espèce de carnet de voyage étrange avec une héroïne qui se balade de village, de lieu en lieu, et qui rencontre des événements étranges, qui mène ses petites enquêtes, et trucs comme ça. Et il raconte aussi qu'au cours au cours de son histoire, il a dit, en fait, la fille, ça va pas être le personnage principal, ça va être le journaliste qui apparaît au chapitre 2, et puis au final, il fait, en fait, non, ça va pas être lui le personnage principal. En fait, il t'explique que les personnages lui ont un petit peu échappé. Donc il te fait une grosse dissertation pour expliquer un peu les travers qu'il a connus avec cette histoire, et puis au milieu du truc, il s'arrête, et puis il te lâche une bombe en toute décontraction. Là, je te lis la citation parce que c'est incroyable. Allez, ça suffit, il est temps que j'arrête de me trouver des excuses. En réalité, je n'avais aucune chance de réussir à en faire un carnet de voyage. Mon projet de départ était bien trop flou et j'ai manqué de préparation et d'expérience en la matière. Cela dit, ce n'est pas si grave, car je me suis attaché à tous ces personnages et si l'occasion se présenterait, je serais heureux de raconter la suite de leur histoire. Traduction, le gars te dit « Bon, j'y étais un petit peu à l'arrache et j'avoue, je me suis peut-être un petit peu foiré, mais bon, t'inquiète, c'est pas grave, t'as kiffé quand même. » Voilà. Le gars a une audace, je veux dire, le gars est un génie créatif, mais c'est aussi un génie du troll. J'adore la mentalité, mais génial, génial. En conclusion, ce premier contact avec l'œuvre de Junji Ito, j'ai envie de dire avec le manga de Junji Ito, l'art de Junji Ito, est plutôt très positif, encore une fois, parce que l'univers est incroyable, le gars a clairement une vision, le gars sait vraiment titiller les trucs un peu étranges, un petit peu, tu sais, il prend un truc du quotidien, et puis il t'en fait un truc fascinant, étrange, qui te fait voir un petit peu le monde différemment. Il arrive à toucher quelque chose de très viscéral, de très organique, de très primaire dans la peur et dans l'étrangeté qu'il arrive à produire. Mais pour l'instant, niveau scénar, je vais trouver ça un petit peu, comment dire, pas faiblard, j'irai pas jusque là, mais un petit peu décousu. Et il le dit lui-même, donc j'imagine que c'est
une espèce de... C'est sûrement propre, en tout cas je l'espère, c'est sûrement propre à Sansor. Cela dit, je vous invite très clairement, si vous ne connaissez pas Junji Ito, ou si vous êtes déjà fan de Junji Ito, regardez Sansor, ne serait-ce que pour l'expérience que c'est. Parce que c'est vraiment une expérience de lecture. Pour le coup, je me sens un petit peu honteux d'être passé à côté de Junji Ito tout ce temps, parce qu'en fait, c'est vraiment très intéressant. Voilà, en termes de thématique, en termes de visuel, en termes d'idées, le gars, c'est un gars très très fort en concept. Et c'est important les concepts aussi. Les univers. Oui, là c'est un vrai auteur, c'est un vrai truc. Ouais. Bref, j'espère que cette petite vidéo découverte t'aura plu. Je te laisse le soin de me mettre un petit commentaire sympathique, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo à tous tes amis qui aiment les mangas d'horreur, et de mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, que la passion te guide, bien sûr. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.